La foire aux questions, j'ai choisi. Nous avons eu énormément de questions. Donc, j'ai choisi de manière un peu dictatoriale certaines questions. Une première question qu'on nous a posée, c'est une question, je sais, qui va vous plaire, en fait, sur la thématique de la psychologie et le fait qu'on psychologise beaucoup maintenant les problèmes qu'ont les gens. Oui. Et donc la personne nous demande, est-ce que quelque part, cette thématique de la psychologie, parce que les gens sont de plus en plus infantilisés, qu'ils font une fixation sur leur passé. Pas forcément sur le passé, mais des autres facteurs, par exemple la neurochimie. On entend, au moins en Angleterre et aux États-Unis, les gens parlent de la propre neurochimie. Donc c'est une forme de se diviser une personne de soi-même. Et c'est... Et puis souvent en inventant aussi des choses, parce que je me rappelle dans un des essais, vous parlez de l'addiction au cambriolage. Ah oui, oui, oui. C'est très drôle, mais ça correspond... Enfin, on est d'accord, ça correspond à rien. Il y avait toute une théorie psychologique, académique. En fait, j'ai un livre dessus. Ah oui, quel est le titre du livre pour les gens qui... Addicted to Crime. Addicted to Crime, oui. D'accord. Une autre question un petit peu sur la même thématique, ce que vous pensez de la sociologie actuelle et typiquement, est-ce que la sociologie n'est pas aussi une excuse en fait pour les criminels quand ils font leurs crimes? Oui, et bon, en fait, et la criminologie aussi, criminologie, psychologie, sociologie, ça vide la responsabilité individuelle, parce que on pense soi-même, on est devenu un objet pour soi-même. Et donc c'est un peu narcissique peut-être même ce mouvement. Oui, c'est autre chose. Narcissisme de masse, on a le narcissisme de masse maintenant, avec le selfie et tout ça, et les réseaux sociaux. Et en fait, il y a un contraint, je pense. Vous prétendez de s'intéresser dans ma vie, et je m'intéresse à la vôtre, c'est oui. Ça. Mais ça a toujours été peut-être ça, non? C'est juste une nouvelle forme de quelque chose qui existait avant, peut-être? Pas exactement, non. Parce que c'était trop difficile, c'était impossible d'exister comme ça avant. Très difficile. Alors ça tombe bien parce que j'ai eu une question sur l'influence des réseaux sociaux sur la santé mentale des gens. Et la question parle en particulier du cas de TikTok. Alors, je ne sais pas si vous connaissez TikTok, même de loin. Malheureusement pas. Non, vous n'avez rien raté, je crois. Mais sur la santé mentale des gens, est-ce que ça pousse les réseaux sociaux peut-être à changer les comportements? Nous, par exemple, en France, à l'époque des émeutes de Naël, il y a quelque temps, on avait beaucoup eu une accusation de notamment Snapchat comme étant un peu un miroir grossissant des crimes et tout un tas de jeunes se filmaient en train de faire des méfaits et s'influencer les uns les autres et essayer de montrer qu'ils faisaient pire que les autres. Enfin, il y avait toute une sorte d'escalade comme ça. En fait, il y avait quelque chose comme ça en 68, à mon avis. Avec les journaux, avec les photographes, toujours les gens... Les émeutes de mai 68. Oui. Alors ça, je ne m'attendais pas à ce parallèle-là. Mais c'est bien pire maintenant. Oui, c'est ça. C'est que c'est l'image en fait qui permet aux gens de se contempler en train de faire quelque chose, peut-être. Oui. Et les réseaux sociaux, vous-même, c'est antisociaux. Oui, c'est antisocial. Oui. Les réseaux antisociaux. Vous avez d'ailleurs. Parce que si on regarde dans les restaurants, souvent autour d'une table, il y a 4 personnes.
Et tous les 4 regardent leur téléphone. Et ne se parlent pas. Mais je crois qu'en fait, c'est la version un petit peu plus récente de ce que vous décriviez tout à l'heure, avec les gens qui étaient tous devant la télé. C'est-à-dire que la télé a été remplacée par le téléphone, en fait. Oui, peut-être. Et les gens regardaient tous la télé. Mais le téléphone a un avantage, c'est que tout le monde peut l'avoir avec lui en permanence. Donc, dans sa poche... C'est pas un avantage. Oh, oui, ça... C'est un désavantage. Vous, quand vous avez un téléphone, c'est quelque chose que vous utilisez dans votre vie de tous pour les moi, jours, c'est absolument essentiel. Mhm. Par exemple, je viens de publier un livre sur les écrivains oubliés du Père-Lachaise. Oui. Je me promenais au Père-Lachaise, j'ai regardé, il y avait un écrivain peut-être, et je regardais un peu quelques lignes de biographie sur mon téléphone, et j'ai commandé ces livres avant de sortir. Oui, tout en visitant. Oui, donc ça c'est formidable. Le livre que j'ai écrit aurait été impossible ou très difficile avant le téléphone portable. Mhm. Donc il y a des avantages, ouais. bien sûr. Mais ça dépend. L'Internet, par exemple, c'est absolument formidable, mais il faut avoir quelque chose d'autre. Il faut avoir une structure intellectuelle avant d'utiliser l'Internet. Il y a beaucoup cette question qui est en train de se poser en France en ce moment sur l'éducation des jeunes, parce qu'on a donc notre Premier ministre Gabriel Attal a été au ministère de l'Éducation pendant une très courte période de temps, mais il s'intéresse beaucoup à cette question et il se trouve que la Première Dame a l'air de s'intéresser aussi à ça parce qu'elle a été avant professeure. Eh bien, il se pose cette question de faut-il interdire les téléphones chez les jeunes à l'école ? Et typiquement là-dessus, vous avez un avis sur, par exemple, un âge à partir duquel vous considérez que ça pourrait déstructurer la manière de penser, la manière de se former intellectuellement. À l'âge de 0, probablement. Par exemple, si on devait fixer un âge à partir duquel on autorise le téléphone... Non, c'est pas une question de oui ou de non. Mm-hmm. Je ne sais pas, tout à l'heure sur le consentement, il y avait un âge qu'il fallait établir. Donc c'est peut-être la situation où on n'a pas un bon choix, mais si on ne fait rien, c'est peut-être je suis pour que les enfants n'ont pas de téléphone à l'école, par exemple, jusqu'à la fin du lycée. Oui. Ouais. Alors, j'ai eu beaucoup de questions, alors, je ne sais pas comment les prendre, sur les solutions à apporter pour résoudre tous les problèmes. Tous les problèmes. Alors, je pense que vous avez des solutions. Non, il faut acheter mes livres. Ça, c'est une très bonne solution, ça. Mais parce qu'en fait, beaucoup de gens se posent la question de dire, voilà, mais on peut dénoncer quelque part le fait que les choses ne vont pas bien. Mais comment, à part dénoncer, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Et donc tout le monde se pose cette question. C'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse, la solution. Il faut, à mon avis, il faut du travail intellectuel et un peu propagandiste pour que plus de monde parle de ces problèmes. Parce qu'il y a trop de tabous maintenant dans notre société. Et si on ne parle pas de nos problèmes ouvertement et honnêtement, il n'y a pas de solution. Et une raison d'être un peu optimiste, c'est que ceux qui ont des problèmes que j'ai décrits dans mes livres, ils étaient d'accord avec moi. Par exemple, si je demande à une jeune fille qui a eu un enfant à 16 ans ou 17 ans, quelque chose comme ça, pas de père, etc.,
qu'est-ce que vous voulez pour votre fille ou fils? Et c'est toujours la même chose. Une vie normale, une vie stable, une vie avec des relations stables, non violentes, un bon travail, peut-être une maison. C'est banal. Oui. Mais le problème, ils n'ont pas aucune méthode d'avoir tout ça. Il faut détruire ou au moins critiquer l'idéologie qui a fait tant de mal, surtout chez les pauvres. Oui, parce qu'une des thèses quand même de votre livre, c'est que les pauvres payent pour les idéologies des riches, en fait. Et en fait, aux États-Unis et en Angleterre aussi, les classes hautes vivent une vie plus traditionnelle. Et c'est même vrai d'ailleurs pour les réseaux sociaux. Je me souviens, moi, avoir lu dans les interviews des gens qui dirigent des Facebook et autres, que eux-mêmes interdisaient à leurs enfants en fait, l'accès aux réseaux sociaux. Oui. Une forme d'hypocrisie absolument désastreuse. Et typiquement, si on devait... donc on a abordé un peu la question de la libération sexuelle, mais quelles autres idéologies venues d'en haut ont détruit quelque part les pauvres? Les attaques sur la famille traditionnelle datent de très longtemps, en fait, dans la littérature. Et par exemple, les pièces de d'Ibsen, qui était très grand écrivain, très grand dramaturge. Oui. Mais quand même, dans beaucoup de ces pièces, pas toutes ces pièces, il y a une forme de propagande contre la famille. Et c'est vrai qu'une famille malheureuse, c'est un enfer, en fait. Mais l'alternative est, pour la société, est pire. Oui, donc vous ne croyez pas qu'on puisse naître dans un espèce de village où les enfants seraient élevés par tous les adultes sans distinction? Peut-être en Afrique centrale, peut-être, mais pas à Paris. D'accord. D'ailleurs, ça fait partie des questions que j'ai eues. Vous parlez de Paris, donc là, nous sommes à Paris. Comment vous jugez Paris et la France, vous qui avez un regard anglais sur cette... Bon, je pense que... On s'approche des JO, est-ce que c'est propre? Est-ce que ça vous donne envie de venir vivre ici? En France, en général, c'est plus propre que l'Angleterre. D'accord. Et à mon avis... vous êtes un peu en retard au point de vue de dégradation. D'accord. C'est pas très rassurant. Mais avec un peu d'effort, vous pouvez on va vous nous égaler. Donc, c'est surprenant peut-être, mais je pense qu'Angleterre c'est plus corrompu. Plus corrompu que la France. Bien sûr, il y a pas mal de corruption en France, mais en Angleterre, la corruption, c'est plutôt morale et intellectuelle, c'est plus hypocrite. Et en fait, Madame Thatcher a fait beaucoup de mal, parce qu'elle a... quelque chose en particulier de sa politique qui a été... Elle a donné l'impression que les choses publiques sont vraiment comme les choses privées. Les services publics pourraient être dirigés comme des entreprises privées.
Et bien sûr, immédiatement, ça a introduit beaucoup de corruption, parce que les directeurs des services publics, nous sommes des patrons de grandes entreprises. Oui, oui. Donc, on a le droit à des salaires absolument énormes. Et on voit ça dans nos universités. Bien sûr, les vice-chanceliers, c'est le vice-président. Le vice-président des universités. Ils étaient toujours bien payés, mais maintenant, c'est pharaonique, le salaire. Et ça a commencé avec M. Thatcher. Et bien sûr, c'est l'opportunité pour quelqu'un comme Anthony Blair. Oui, et comment vous voyez d'ailleurs la politique anglaise? Parce que c'est une autre question qu'on a eue, j'ai plus la question exacte, mais quelqu'un nous a demandé ce que vous pensiez de la politique anglaise, et notamment de l'opposition gauche-droite en Angleterre, en fait. En fait, il n'y a pas beaucoup d'opposition, parce que les partis sont centre-gauche. Les deux sont centre-gauche? Oui. Ouais. Les conservateurs, non seulement. Il n'y a pas conservateurs. Les extrêmes éventuellement qui se sont créés ou... Ça serait possible, mais moi je ne suis pas extrémiste, donc je veux éviter les catastrophes. D'accord. Comment vous voyez du coup la politique française par contraste avec la politique anglaise? Il y a beaucoup de parallèles, en fait. Il y a beaucoup de parallèles? Oui. On a beaucoup eu cette espèce de regroupement au centre, là, avec Emmanuel Macron, qui a un peu créé il un est centre. Quoi exactement, on ne sait pas. Oui. Mais il est de gauche, il est de droite. Ça pourrait être un peu le centre-gauche dont vous parlez, ou centre-droit en fonction des lois, ça dépend un peu. Et en fait, c'est pas vraiment le gouvernement central qui décide tout, c'est plutôt la bureaucratie. La bureaucratie a beaucoup de pouvoir, en fait. Ce que certains appelleraient le deep state, peut-être, non? C'est pas exactement deep state, ça c'est un peu complotiste, non, mais il y avait une structure. Par exemple, si on voulait changer les pénalités judiciaires, parce qu'on a beaucoup de laxisme comme en France. Oui. En fait, ça, c'est exactement la même chose. Et le gouvernement pourrait passer des lois, mais ils sont détournés complètement par la bureaucratie qui est contre. En France, on a un peu des oppositions entre des groupes de fonctionnaires, en fait. Par exemple, on a un peu... Les policiers voudraient enfermer les gens plus longtemps, et le domaine de la justice, par exemple, est plutôt assez à gauche, et plutôt favorable à un certain laxisme, en fait, sur tout ce qui est pénalité, etc. Donc, on a un peu des oppositions entre des groupes comme ça. Oui, mais en Angleterre, la police elle-même est devenue politiquement correcte. Le politiquement correct, c'est un sujet... alors, en France, c'est un sujet qui arrive souvent, notamment pour la culture. Oui. Vous avez... Je m'avance un peu, mais vous avez la même chose en Angleterre. Est-ce que c'est le même niveau de politiquement correct? Est-ce qu'il y a des différences entre les deux pays? Vous êtes un peu en retard. On est un peu en retard. Mais pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Je regarde un petit peu les questions qu'on a eues. Il y a une question sur les narcissistes et les psychopathes. Quelqu'un qui nous demande si c'est un phénomène qui est particulièrement présent à notre époque, ou si ça a toujours été, ou... Bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, donc il y avait toujours des narcissiques et des psychopathes. Mais à mon avis, le narcissisme c'est devenu plus peut-être institutionnalisé. D'accord. Le public l'accepte plus, en fait. Oui. Et le public lui-même est narcissique.
D'accord. J'avais eu une question aussi sur les concepts de génération. Alors, X, Y, Z, est-ce que c'est pertinent pour analyser les comportements des gens? Est-ce qu'il y a des sous-cultures en Angleterre, par exemple, qui sont associées à ces Ouais, différentes générations? il y a toujours eu des différences entre les générations, mais bien sûr, les générations ne sont pas complètement divisibles. Il y a un lien quand même. Ouais. Mais c'est pas, il y a une génération ça et une génération ça, et on peut. On peut séparer hermétiquement. Oui, non. Ça serait ridicule. Hein. Je vais reprendre du coup sur cette question-là. Il y a peut-être aussi une autre victime. En fait, peut-être l'impression qu'on a qu'il y a des générations très découpées, c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu une rupture du lien entre les générations elles-mêmes, en fait, puisque les enfants ne voient pas vraiment leurs propres parents. Oh, ouais. Il y a moins peut-être de transmission d'une génération à la suivante. Est-ce que c'est pas aussi ça qui fait cette impression qu'il existe des tranches d'âge très découpées? Peut-être, parce qu'il y a moins de vie sociale, en fait. Vous direz qu'il y a moins de vie sociale? Ou que la sociabilité prend une autre forme? Oui, peut-être. Mais probablement, il y a moins de sociabilité, en fait. J'avais eu une question sur les tatouages, et notamment, alors je crois que vous aimez beaucoup les tatouages, donc j'ai noté cette question de côté. C'était sur les tatouages de culture tribale, et est-ce que vous pensez qu'il y a une différence de signification entre des tatouages de tribus il y a quelques années et les tatouages qu'on voit aujourd'hui dans la rue ou les tatouages par exemple qu'on verrait dans un autre environnement qui est celui de la prison? Est-ce que c'est des choses très différentes en termes de signification ou est-ce que... Oui, j'ai remarqué il y a plus de 30 ans que 100% des prisonniers blancs dans les prisons britanniques étaient tatoués. Et j'ai proposé la théorie que la criminalité était causée par un virus qui entre dans le corps. Vous avez inversé les causes et les effets. Non, mais bien sûr, il y avait une différence parce que ça, c'est des tatouages plus ou moins amateurs. Mais maintenant, il y a beaucoup de professionnalisation des tatoueurs. Et j'ai lu en France, par exemple, j'ai lu un article dans Libération, il y a quelques années, qu'en France, en l'an 2000, il y avait 400 tatoueurs professionnels en France. Et 10 ans plus tard, il y avait 4000. D'accord. Donc une grosse augmentation du ça c'est évident. Dans la population, il y a beaucoup de tatouages quand même. Même en France aussi. C'est pas maintenant, c'est 18% des adultes, j'ai lu quelque part. D'accord. Aux États-Unis, c'est 33%. Et ce que m'a surpris, c'est que les femmes sont plus tatouées maintenant que les hommes. Et les Noirs, plus que les blancs et les Asiatiques, encore moins. Et ça, pour moi, c'était une question très intéressante parce que moi, j'ai vu cette explosion de tatouages et l'ascendance dans les classes sociales. Parce que dans le temps, c'était les prisonniers, les marins, peut-être les soldats. Et de temps en temps, un aristocrate dégénéré. Et c'était plutôt des hommes aussi, non? C'était plutôt des hommes, oui. Et, mais maintenant, c'est absolument général. Et je m'ai demandé pourquoi. Vous avez une hypothèse pour expliquer ça?
Mon première hypothèse, c'était que quand par exemple, les universitaires se tatouaient, c'est pour s'identifier avec les marginaux. D'accord. Parce que ça donne l'impression qu'ils ont beaucoup de sympathie pour les classes inférieures. Mais ça n'en tient debout parce que maintenant c'est trop répandu. Parce que 33%, c'est oui, pas... ce n'est pas juste des universitaires. Non. Donc maintenant, je pense que c'est... les gens veulent être individuels, et c'est très difficile maintenant d'être individuel. Donc c'est une forme d'individuation sans individualité. Parce que pour vous, dans le tatouage, il n'y a pas peut-être aussi un moyen de communiquer quelque chose sur soi-même? Non. Les gens, ils choisissent un symbole ou un motif quand même. Oui, mais ils sont tous pareils en fait. Il n'y a pas beaucoup de différence. En fait, c'est quand les prisonniers commencent à dessiner, par exemple. Ça pourrait être des tatouages, mais c'est des dessins sur le papier. Mais c'est exactement le même esthétique. Mais il y a, deuxièmement, quand on est tatoué, on est membre d'une tribu aussi. Et aussi, il y a toujours une connotation un peu rebelle. Donc c'est un peu romantique. Vous avez l'impression qu'il y a eu une évolution, d'ailleurs, le côté rebelle, parce qu'il y a eu une époque où le fait d'être rebelle, c'était je sais pas moi, de prendre des drogues, peut-être à une époque c'était la sexualité, maintenant peut-être les tatouages, je sais pas, est-ce que vous... Mais maintenant, rebeller, c'est porter une cravate. Vous avez l'impression que les conservateurs sont très rebelles, c'est ça? Oui. Dans le temps, la rébellion, c'était plutôt pour les étudiants. Mais maintenant, tout le monde va, presque 50% de la population entre dans les universités. La rébellion, c'est maintenant la convention. Et donc le fait de ne pas être rebelle devient une forme de rébellion, c'est ça? Oui, exactement. On dirait un paradoxe de Chesterton. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions qu'on a... Enfin, j'en ai sélectionné, hein, je reconnais humblement que parce qu'on en a eu tellement. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Anthony Daniels, alias Théodore Dalrymple. Et donc, je rappelle que vos 2 livres sortent aux éditions Carmin en français pour la première fois et qu'il est possible d'en entendre des chapitres gratuitement sur la chaîne de Radio Modin, avec qui nous avons passé un accord pour qu'il puisse lire certains de vos textes. Et d'ailleurs, c'est lui qui vous a un peu fait découvrir en fait, au public francophone. En volant, entre guillemets, vos écrits en anglais et en les mettant gratuitement à la disposition des auteurs français. Des auditeurs français, pardon. Ouais. Et merci à vous. Merci.